Bonjour et bienvenue dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast des anciennes petites filles sages qui ont arrêté de l'être. Je suis Clémence Bodoc. Si tu aimes ce podcast, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire sympathique. Abonne-toi sur ton appli de podcast pour ne rater aucun épisode que tu pourras retrouver sur Deezer, Spotify, iTunes, SoundCloud et sur la chaîne YouTube dédiée. Merci et bonne écoute. Lola, sache que je t'admire de faire ce que t'aimes et de prendre ta carrière en main, de suivre tes envies et tes ambitions. C'est ce qui fait de toi, je trouve, un rôle modèle hyper fort. Et c'est pour ça que je suis très contente de t'avoir dans ce genre de Je suis extrêmement flattée. Alors ça s'est pas vu puisque c'est un podcast. Bonjour à toutes les personnes qui écoutent. Mais j'étais très gênée pendant quelques secondes parce que c'est fou. En fait, pour moi, ce rôle, le mot rôle modèle, il est bien pour les autres, mais quand on parle de toi en utilisant ça, c'est toujours un peu bizarre. Donc, mais ça me fait très plaisir en tout cas ce que tu me dis. Mais pourquoi tu penses que c'est... Parce que t'es pas la seule. T'es pas la seule à être gênée par des compliments sincères, par une reconnaissance sincère de ton travail et tes accomplissements. T'es pas la seule meuf qui dit oh please don't. Enfin. Ouais, mais en fait ça pourrait être de la fausse humilité, tu vois, en mode non mais arrêtez, vous savez, je fais rien. Mais en fait c'est plus que dans ma vie j'ai tellement eu l'impression que mes choix, enfin en tout cas la place où je suis maintenant, j'ai eu l'impression d'avoir bataillé avec moi-même, mais avec les autres, en fait les autres je m'en suis toujours un peu tapé quoi, tu vois. Donc il y a un truc de la seule bataille que j'ai eu à mener, ça a été principalement la bataille de moi contre mes convictions et mes valeurs, les valeurs que mes parents m'avaient transmises à la base. Et à la fois, tu vois, mes parents ont été tellement cool avec moi que tu vois, je te dis que je suis pas du tout rentrée en bataille avec les autres quoi. C'est le meilleur teaser possible pour ce podcast. Donc, sans plus attendre, je vais poser la première question que je pose à toutes mes invitées. Ok. Quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans ? Quand j'avais 7 ans, je resitue, j'avais 7 ans, donc moi je suis née en 93. À 7 ans, j'étais très fan des Alliages, des L5, de tous les boys bands du monde et les girls bands du monde. J'étais entourée de 3 grandes sœurs avec qui j'ai entre 8 et 5 ans de différence. Je suis la plus petite. Et donc j'habitais dans un appartement à Lyon. Je partageais ma chambre avec ma grande sœur Flo. Donc on a toutes été très extraverties. On a toujours bien rigolé ensemble. On s'entend de ouf. Et on s'est toutes comportées plus comme des petits bonhommes. On n'était pas ce qu'on appellerait maintenant bêtement des modèles de féminité. Et je déteste cette expression parce que j'en ai souffert longtemps. Mais j'étais ce qu'on appelle vulgairement un garçon manqué. Mais bon, les garçons manqués font des filles réussies. Donc, je dis preuve en est, je sais pas, mais en tout cas, en tout cas, on n'était pas des exemples de ce qu'on voulait nous renvoyer comme féminité et ça nous a toutes complexées, mais un peu plus tard, tu vois. Mais on était toutes dans le même modèle. Mais ça, vraiment, on se ressemble vachement. Je sais pas, à 7 ans, on était plutôt toutes dans nos personnalités hyper affirmées. Pas de questionnement particulier, hyper bien dans nos peaux. Enfin, tu vois, ouais. Vraiment, mais grâce à mes parents. Mes parents sont les meilleures personnes habitantes sur cette planète. Alors, avant qu'on parle du moment où ça a commencé à te complexer, parlons du moment où c'était une force. Qu'est-ce que tu ressentais comme une force dans le fait d'être, entre guillemets, garçon manqué ? Bah, en fait, c'est que du coup, je me sentais... je pense qu'en fait, vu que j'ai toujours eu un tempérament plutôt frontal, à rechercher le contact, que ce soit avec les gens en général, j'ai toujours été plutôt sociable et tout. Bah, en fait, le fait d'être avenante et le fait de pas avoir cette timidité un peu... tu sais, un peu de Vanessa Paradis, quoi, tu vois, genre de pas être dans ce genre de modèle. En fait, ça m'a... Attends, la question de base. Oh là là, j'étais perdue dans ma question. Qu'est-ce que ça m'a... Qu'est-ce que ça représente comme force, en fait en fait, moi, la force que j'en ai retirée, c'est plutôt que tout ce qui était un peu minaudé, fausse timidité, moi, tout ça, je l'avais pas. Et on l'avait toutes pas, parce que notre mère, c'est un exemple de force... tout comme ma grand-mère, tu vois, ça a toujours été des femmes qui ont pris des décisions sans s'en rendre compte. Mais tu vois, ma grand-mère, elle a été veuve très tôt, à genre 45-50 ans, tu vois. Elle avait 5 enfants, donc elle a dû mener la maison de front en étant une femme qui se pose pas de questions et qui se remarie pas, tu vois. Donc c'est aussi, j'ai cet exemple-là, j'ai ma maman, tu vois, qui a repris ses études quand j'étais plus jeune. Elle a fait une école de cadre de santé pendant que mon père partait pour son boulot, genre la semaine et revenait que les week-ends. Donc, si tu veux, j'ai toujours eu des modèles de meufs
qui à l'époque était un peu exceptionnel, mais qui pour moi était mon quotidien. Donc en fait, la force que ça a été, c'est toujours me dire que je dépendrai jamais d'un garçon pour vivre ma vie, tu vois. C'est plutôt ça, je crois, que ça m'a apporté. Ce que je comprends de ce que tu racontes, c'est aussi beaucoup c'est le fait de ne pas avoir la sensation que tu dois te conformer à un modèle. Ouais, en fait, ça donne de la liberté, du coup. Complètement, parce que tu vois, notre mère et mon père nous ont toujours laissé faire ce qu'on voulait en style vestimentaire, tu vois. Ils nous imposaient pas de porter des robes. Et vu qu'on a toutes choisi de pas porter des robes et de porter des t-shirts champions avec des insectes ou tu vois des trucs, en fait ils nous ont laissé faire comme on l'entendait et ils ont jamais pris le fait qu'on soit pas des petites gonzes pour un signe de, par exemple, de choisir sa sexualité, tu vois, par exemple. Il y a aucune de nous qui est homosexuelle, tu vois. Et quand bien même mes parents l'auraient, je pense, complètement accepté. Tu vois, on peut pas savoir parce qu'on il y a pas d'exemple, mais en tout cas, tu vois, le fait d'avoir été un garçon manqué n'a pas d'incidence. Et faut le dire, s'il y a des jeunes qui pensent ça, en tout cas, c'est pas parce que vous avez un style qui est plutôt masculin ou un style qui est plutôt très féminin que qu'en fait vous êtes hétéro ou homosexuel. Tu vois, il y a pas de ça, c'est un truc en interne, quoi. Il y a pas de genre au physique. Voilà, d'accord. Voilà. Je sais pas si je me suis très bien exprimée, mais je pense que vous avez compris le fond de ma pensée. Oui, je vais revenir sur l'expression garçon manqué parce que j'ai beaucoup aimé ta répartie tout à l'heure. Tu disais les garçons manqués font des filles réussies. Ouais, c'est ça. Je sais plus où est-ce que je l'ai entendu. Je sais plus où est-ce que je l'ai entendu en vérité, mais je la trouve. Dès que je l'ai entendu, je me suis dit mais en fait c'est ça. En fait, c'est ça, quoi. C'est vraiment, c'est hyper important. Moi, j'en ai souffert dans la cour, en fait. Et je m'en suis rappelé il y a pas longtemps. Mais c'est vrai que, tu vois, souvent, mes membres me disaient, t'es une fille ou un garçon? Parce que j'avais une petite coupe, Ouais, j'allais dire, parce que là, vraiment, depuis que je te connais, t'as les cheveux longs, blonds, t'es très féminine, en fait. Non, tu vois, c'est encore des trucs, tu vois, des vieux démons, mais on n'est jamais assez, dans ma tête, en tout cas, je serais jamais assez féminine parce que j'ai du poids en plus, ou du poids juste où il faut, tu vois, pour certains, je corresponds pas à des modèles de féminité, tu vois, tu parles dans ton podcast souvent des rôles modèles, en fait, tout simplement, c'est le thème principal, et moi, c'est vrai qu'à l'époque, je trouvais pas de meuf à qui m'identifier vraiment, et les seules forces un peu que je voyais, c'était soit dans les cartoons, soit des personnalités plutôt dans les dessins animés. Moi, j'étais très dessin animé, mais des personnes réelles, très peu. Et tu vois, même j'étais fan des L5, mais je me disais pas tiens, je veux être elle, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je les aimais juste elles. Et j'avais pas envie d'être j'ai jamais eu envie d'être quelqu'un d'autre, je crois. Mais parce que, en fait, tu parles d'identification par rapport à ton poids aussi. Quand t'étais petite, t'avais déjà du poids? En fait, j'ai commencé enfin, tu vois, dans la famille, on est tous un peu épais, quoi. Tu vois, ça a toujours été un peu le truc. Et j'ai commencé à vraiment prendre du poids quand j'ai déménagé, j'avais 9 ans. D'accord. Et en fait, ça a été le déclencheur. Je suis partie de Lyon, enfin de Villeurbanne à Angers. Et là, j'ai commencé à prendre du poids parce que tu perds tes repères, tu perds là où t'as grandi. Je vivais en banlieue, vraiment en banlieue lyonnaise, quoi. Tu vois, c'était quand je descendais en bas de la cour, t'avais des blacks, plutôt des arabes. Enfin, t'avais l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, l'Afrique de tout. T'avais des feuges. Il y avait de toutes les ethnies. Du coup, même quand je suis arrivée à Angers, j'ai plus retrouvé cette mixité. Donc déjà, j'étais genre ok. Donc il y a des endroits où c'est pas pareil. Tu vois, ça m'a un peu. J'ai eu l'effet inverse des gens qui d'un coup passent de la campagne à la banlieue en se disant ouais. Et moi, ça fait genre mais attends, c'est pas pareil de partout. C'était trop chelou. Et du coup, t'as eu perte de repères perte de repères complète. Donc essayer de combler un truc, et c'est comme ça que ça a commencé, en tout cas. Ouais. Je te pose la question parce que je me suis rendu compte récemment que moi j'ai passé mon enfance et mon adolescence à penser que j'étais grosse. Pas, enfin comment dire, je me disais pas je suis affreuse, machin. Enfin c'était pas un complexe qui me pesait, mais juste je me disais je suis grosse, quoi, c'est pas grave. Voilà, enfin je fais avec. Et en fait récemment j'ai vu des photos de moi au collège lycée et je me suis dit mais pourquoi j'ai pensé que j'étais grosse? Parce que vraiment c'est ouf, hein. Des fois, en fait, c'est comme quoi le mental nous conditionne de ouf. Et c'est surtout qu'à l'époque, en fait, peut-être que ce qui te choquait, c'était que dans tes potes, les autres avaient des normes physiques, des particularités physiques
complètement différente des tiennes. Moi, quand je me revois, je me dis putain, mais je suis pas grosse du tout. J'ai même réflexion que toi, c'est ouf. Et à la fois, personne ne me ressemblait. Donc, je sais pas si toi, ça te fait ce même effet, mais en fait, si, c'est sûr, mais c'est avec sûr. le recul, t'as un truc de... en fait, je l'ai pensé parce qu'aussi, j'avais pas d'exemple palpable à part, tu vois, ma maman, elle est pas mince, hein, enfin... Et du coup, ouais, moi, il y avait peu de personnes autour de moi, en tout cas à Angers, tu vois, qui étaient un peu enrobées comme moi, quoi. Mais c'est sûr, c'est totalement vrai ce que tu dis. Toutes mes copines, enfin, beaucoup de mes copines avaient ventre plat. Ouais. Je n'ai jamais eu un ventre plat. Mais en tout cas, je ne m'en souviens pas. Il y en a beaucoup qui en ont, mais il n'y a pas que des ventres plats. Ouais, c'est ça. Et comme tu dis, les meufs que je voyais à la télé, les groupes dans les clips, etc., hyper bien foutus, hyper rigolés et tout. Ouais. Donc j'étais là, oui, et puis aussi, c'est vrai, après, il y a toute l'influence. Beaucoup ma mère, en fait, quand on allait faire du shopping, de rendre ton ventre, non, ça t'ira pas. Parce que toi, ta mère, elle est mince. Bof. Enfin, c'est-à-dire qu'elle est pas grosse, mais elle est pas mince. Hein, oui, c'est ça. Elle fait moins d'1m60, donc. Oui, donc elle est pas maigre, donc. Elle est gironde, elle est. Non, mais je vois ce que tu veux dire. On a très vite échangé nos fringues, en fait. Donc, si j'étais grosse, elle aussi, enfin, je sais pas, tu vois, c'est. Ouais, mais il y a un truc, en fait, peut-être que, moi, des fois, je me dis, ma mère, elle a pu me faire des réflexions qui m'ont grave blessée, mais c'était pas du tout intentionnel. C'est plus que je pense qu'elle en a souffert pendant un moment. Bah oui, pareil. Et du coup, elle avait pas envie que je vive la même chose, sauf que des fois, elle me disait des trucs genre archi, et un jour, je lui ai dit, j'ai fait, mais en fait, c'est pas du tout tes affaires. Ouais. C'est ouf, c'est vraiment pas tes affaires. Et souvent, je lui dis, mais ça te regarde pas. Et elle me dit, oui, mais si tout me regarde pas, au final, je suis concernée de rien. Mais elle me fait marrer pour ça parce que, et puis mon père, tu vois, par rapport à ça, il a jamais rien dit. Et tu vois, là, je vais faire une petite ellipse temporelle, mais en gros, quand j'avais 15 piges, j'avais fait Incroyable Talent, et à ce moment-là, j'ai rencontré des gens, tu vois, des maisons de disques, des boîtes d'édition et tout, qui m'ont demandé, en fait, qui m'ont pas demandé directement, mais qui ont dit à mon père, ce serait bien si Lola, elle perdait du poids. Mon père a fermé sa gueule pendant approximativement un an et demi. Et un jour, à un repas de famille, on dit c'est comme un jour, machin, je veux pas dire son prénom, m'a dit que tu vois, il faudrait que tu perdes un peu de kilos, quoi. Peut-être c'est ça en fait qui te manque. Et là, je le regarde, je fais what? Mais d'où tu sens cette réflexion? Et mon père, en fait, il avait pris l'info, il me l'avait pas dit, parce que pour lui, c'était con, tu vois. Et il me l'a ressorti d'un coup, un dîner de famille. Je dis mais attends, mais tu déconnes? Ça fait 2 ans que tu le penses. Et il me dit non, mais c'est qu'on m'avait dit de te le dire, et j'avais estimé que c'était pas. C'était pas prio, en fait, vraiment sur l'agenda. C'était pas prio de perdre du poids, c'était pas prio, quoi. C'est ouf quand même. Et tu vois, donc mon père, il a jamais rien dit, même quand il aurait pu. C'est un truc, il a toujours été en retrait par rapport à ça, tu vois. Je reviens en arrière oui. quand tu parlais de garçon manqué, et tu vois, ça c'est un truc, ma mère aussi m'a donné une répartie parce que j'étais un garçon manqué évidemment, mais elle était vachement moins bien que la tienne, tu vois, et ça partait pourtant d'une bonne intention, mais elle m'avait dit vaut mieux être t'as qu'à leur dire quand ils te disent ça, vaut mieux être un garçon manqué qu'une fille ratée. Pas mal. Et comme j'étais pas vraiment féministe à l'époque, car vraiment j'avais 8 ans, je m'étais pas rendu compte que c'était double high kick dans ta face. Double high kick. À toi-même, tu vois, de venir dire vaut mieux quand même être un garçon manqué qu'une fille ratée, quoi. Ouais, mais à l'époque, tu vois, c'est comme ma mère qui arrêtait pas de me dire il faut dire la bave du crapaud n'attrape pas la blanche colombe. C'est vrai, je l'avais aussi. Ça, je l'ai dit tellement de fois. Et au bout d'un moment, j'étais genre la bave du crapaud, la blanche colombe. Et tu répètes les trucs genre archi bêtement. Et en fait, au bout d'un moment, tu vois, mais c'était quand même de la part de ta mère une super répartie. Ouais. Parce que quand tu sais pas comment, en fait, les mots d'enfant font vachement mal quand t'es gosse. Tu vois, moi, garçon manqué, et ça m'a suivi longtemps. Et du coup, j'ai eu grave de mal à accepter la part de féminité qui était en moi, tu vois. Enfin, grave de temps. Tu vois, ça a mis un peu de temps, mais tu vois, même avec je me disais si on me voit comme un mec, tu vois, on se disait toute la même chose, tu vois, avec mes sœurs, on était un peu si on est des bonhommes, en fait, on n'aura jamais de copains. C'est débile. Mais c'était débile. Et encore une fois, représentation, c'est-à-dire mais représentation de tu ouf. Les vois où les meufs qui sont plutôt masculines dans leurs attitudes et leur apparence, tu les vois pas en couple avec les beaux gosses, en fait. Et tu vois, récemment on m'a dit oui, mais tu sais, il y a des meufs, tu les vois, tu sais qu'elles font lesbiennes. Et là, j'ai vraiment regardé la personne en mode, mais tu sais, c'est pas parce que une personne, par exemple, peut avoir un peu de cran ou peut avoir envie d'y arriver dans la vie. Et c'est juste que dans ton spectre, tu vois, c'est comme Florence Foresti à une époque, tout le monde disait que elle faisait du stand-up, elle était un peu masculine, en tout cas pas de la féminité dont on
Tu vois ce que je veux dire? Elle avait une représentation de la femme qui était très différente de ce qu'on voyait à l'époque. Tout le monde la taxait de lesbienne, en tout cas de lesbienne un peu pas assumée. Mais en fait, mais pas du tout. C'est juste que c'est une meuf qui a du cran, qui y va, qui adopte un peu tous les codes des mecs qui, par exemple, lancent une boîte et tu vois, c'est pour ça que tu vois, tout à l'heure, je discutais aussi, il y a qu'une femme qui est à la tête d'une entreprise du CAC 40. C'est quand même un délire. Et ça veut dire que cette meuf-là, moi, je veux même pas être dans ses pompes de ce qu'on doit dire sur sa gueule. Parce que ça veut dire que dès que t'as un tempérament d'entrepreneur ou un tempérament de meuf qui prend des décisions, c'est soit t'es une connasse, soit t'es une lesbienne. C'est vraiment ça, dans la tête de certaines personnes. Parce que tu n'aimes pas les hommes. Parce que tu n'aimes pas les hommes et que tu es contre, tu es contre le patriarcat. Mais alors que, enfin, nique, quoi. C'est plus, en fait, j'ai le tempérament que j'ai. Et est-ce que déjà mon orientation sexuelle doit influer dans ton jugement? Je ne crois pas. Donc ça me rend un peu ouf, ce coup de... Moi, j'ai plein de copines qui sont hyper féminines et qui sont lesbiennes. Enfin, tu vois, ça n'a rien à voir et les gens font des amalgames de ouf. Enfin, bref. Et du coup, c'est vrai que pendant que l'identité... Tu vois, quand t'es petite, nous, on était... Vu qu'en fait, moi, mes sœurs, elles étaient pareilles. On était toutes pareilles en garçons manqués. Ça m'a jamais travaillé, quoi. Le fait de pas assumer cette part de féminité, c'est venu plus tard, hyper naturellement. J'ai commencé à kiffer les chaussures, à me dire que c'était possible de me trouver un peu jolie dans des fringues. Et après, ça s'est développé. J'ai commencé à me maquiller et tout, tu vois. Mais c'est venu hyper naturellement, sans que je me force. Tu parles là, à ce moment-là, vers tes 15 ans un peu plus tôt, je pense. Tu disais plutôt qu'il y a un moment donné où être, entre guillemets, garçon manqué, ça t'avait pesé. Ouais, mais c'était quand j'étais petite, dans la cour de primaire, tu vois. C'était en mode, en fait, j'en avais un peu ras-le-bol qu'on me dise ça. Et un jour, j'ai laissé pousser mes cheveux. Après, j'ai commencé à me dire, ouais, le rose, c'est pas si naze. J'aime bien ça, tu vois. Le rose, au final, je le voulais pas parce que pour moi, c'était une image de meuf, justement, qui minaude, un peu timide. En fait, j'ai commencé à kiffer toutes les couleurs du monde et je me suis dit toutes les couleurs du monde peuvent être à moi et au final tu vois j'ai commencé à assumer d'être une femme, enfin tu vois, commencé à être une femme au fur et à mesure de ma vie. Il y a pas eu un jour où ça a été un déclic, mais c'est plus je me revois en seconde pour la première fois par contre mettre du maquillage pour aller en cours. C'était tard parce qu'en fait mes sœurs aussi, moi je suis carrément dans le mimétisme de mes sœurs. Dès que tu vois elles m'ont fait écouter pour la première fois Tété. Et Tété, c'est devenu mon chanteur préféré, quoi. C'est vraiment, j'ai un amour pour mes sœurs. On est toutes pareilles, on se suit de ouf. Et quand Flo, quand elle a commencé à mettre du crayon noir parce qu'elle était un peu skateuse, et ben, moi, j'ai demandé à ma mère, tu vois, j'ai dit, ouais, je peux en mettre et tout. Et au final, j'en mettais un peu à la maison, tu vois, ou machin, elle m'en mettait. Et puis, en fait, j'ai commencé à en mettre qu'en seconde. Parce que c'est l'âge où mes sœurs, en fait, on fait le pas aussi, en fait. J'ai vraiment été dans le mimétisme de mes sœurs. Je voulais raconter un truc parce qu'on a parlé beaucoup de complexes et j'ai dit que ma mère m'avait donné une mauvaise répartie sur garçon manqué. Ouais. Mais elle m'a aussi vacciné contre les complexes quand j'avais 7 ans. Sérieux? Ouais. Et je vais profiter de notre podcast pour partager l'astuce. Allez, dis-moi, parce que ça m'intéresse. En fait, quand j'avais 7 ans, donc CP, tout ça, on se moquait de moi au sport parce que j'étais nulle en sport, déjà. Et je me souviens être un soir en larmes dans ma chambre et tout, elle vient me dire bonne nuit. Elle me dit pourquoi tu pleures? Bah, parce que on se moque de moi, etc. Pourquoi on se moque de toi? Et en fait, elle me fait identifier pourquoi on se moque de moi. C'est parce que je suis petite. Parce que je suis plus petite que les autres à ce moment-là. Elle me dit ok. Donc en fait, t'es petite, mais est-ce que c'est... Enfin, regarde-moi, je fais 1m54, donc a priori, tu vas être petite toute ta vie. Donc t'as le choix. À partir de ce soir, tu peux pleurer tous les jours de ta vie parce que t'es petite. Ouais. Ou bien tu peux accepter que t'es petite. Et du coup, ça te touchera plus parce que t'as accepté ça et c'est toi. Et c'est pas grave, quoi. Ouais. Choisis. Je réfléchis, je fais... c'est peut-être fatigant de pleurer tous les jours. Donc c'est une bonne remarque. Et en vrai, ça s'est un peu retourné contre elle à l'adolescence quand elle a commencé à me faire pas mal de commentaires sur mon poids. Où là, du coup, ça marchait. Enfin, ça avait marché son truc. C'est-à-dire que je me disais, effectivement, j'ai du ventre. Donc je peux être complexée tous les jours de ma vie parce que j'ai du ventre et rentrer mon ventre en permanence parce que ça coupe la respiration, c'est quand même assez relou. C'est trop relou. Ou bien... On a toute santé, hein. Voilà. Ou bien, j'accepte que j'ai du ventre et en fait, oui, de temps en temps, il y aura un connard qui va me faire la grosse et tout. Et puis... Ouais, tu vois, moi, c'est marrant parce que le poids, c'est ce qui m'a le plus complexé toute ma vie et qui me complexe encore, tu vois. C'est vraiment un truc qui est pas guéri et je sais pas si ça guérira, tu vois. Je sais pas si d'ailleurs on peut dire d'un complexe qui guérit. Je sais pas trop comment on appelle ça, mais en tout cas, passer au-delà du complexe. En fait, maintenant, j'estime que je suis passée au-delà du complexe parce que je le vis différemment. Avant, ce qui me complexait, c'était le fait d'être différente.
et de me sentir en marge par rapport à mon poids. Vraiment, vraiment. Beaucoup plus que, tu vois, le garçon manqué, ça a duré 3 ans, 4 ans dans ma vie. Le poids, ça a toujours été là, à partir de mes 9 ans jusqu'à maintenant. Et ouais, ça a été hyper... je sais pas comment dire. En fait, à l'époque, je crois que ce qui me complexait, c'était le fait de me sentir différente et de voir qu'il y ait personne autour de moi pareil, sauf, tu vois, un peu ma maman, ma grand-mère. Mais de pas trouver de meuf qui avait la même corpulence, sauf en 6e, avec Laurence, qui est encore ma meilleure amie, et on était à peu près le même genre de morpho, tu vois, donc c'était trop cool. Alors que maintenant, je complexe plus du fait d'être comme moi, parce que j'estime que s'il y a plusieurs exemplaires de 44 ou de 46 dans un magasin, c'est qu'on est plusieurs à les acheter. Et ça, déjà, c'est la vérité. Donc je sais que je suis pas toute seule, mais ce qui me complexe, c'est plutôt l'image que j'ai de moi. Tu vois ce que je veux dire ? Des fois, le matin, j'ai une gueule de daube, vraiment une grosse gueule de merde. Et il y a des jours où je me déteste, quoi. Mais vraiment, je m'aime pas, quoi. Mais il y a des matins, mais ça arrive à tout le monde. Il y a des matins où je peux pas me saquer. Et du coup, surtout mon bide, je me dis, mais comment tu peux vivre avec ça, en fait ? Mais comment c'est possible ? Après, je sors dans la rue et je sais pas, ça va mieux, tu vois. Mais c'est vraiment quand je suis chez moi, je me dis que... Mais c'est vraiment quand je suis chez moi, je me dis, putain, mon Dieu, c'est pas beau. Et d'un coup, je sais pas, j'arrive au sentier des Halles, la salle où je joue, je regarde dans un miroir et je me dis, ah, en fait, sympa cette veste. Et en fait, je commence à aimer mon poids, des fois, en fonction de comment je me mets en valeur. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, totalement. Et c'est hyper important, ça aussi, le fait de prendre conscience de ton corps, prendre conscience de ton image, pour après, si t'as envie de t'habiller d'une certaine manière, te dire qu'en fait, c'est grave possible et que ça t'ira bien et que ce sera joli, quoi. Faut oser. Mais encore plus loin, par rapport à ce que tu dis, un jour, j'ai fait le test. Je me suis mise devant un miroir, nue ou en sous-vêtements, je sais plus, et j'ai fait, donc, devant le miroir, je commence à m'insulter. Et je me dis, dégueulasse, vraiment, enfin, les marques, le gras, machin et tout, pendant 1 minute. Mais j'avais envie de me pendre. Ah, tu m'étonnes. 1 minute passe et je continue, mais cette fois-ci, je fais l'inverse. Je fais, mais meuf, t'as des yeux magnifiques, regarde ton sourire. T'y arrives ça, putain, moi j'arrive pas. Je me suis forcée, en fait. Je regarde et j'ai fait un exercice. Je me suis plus insultée que je m'insulterais. Enfin, comme tu dis, tu sais, il y a du matin, tu te réveilles, tu te regardes et tu fais, putain, quelle gueule. Mais c'est pas un truc conscient, volontaire. Non, en fait, c'est un truc hyper spontané, quoi. Voilà. Et donc là, en fait, je me suis forcée à m'insulter. Vraiment, ça m'a fait descendre au 36e dessous. Et juste derrière, je me suis forcée à me complimenter. Donc c'était forcé. Voilà. Ouais. Mais j'ai eu l'impression d'avoir perdu 4 tailles de pantalon en me regardant dans la glace. Et c'est là que je me suis rendu compte que, en fait, on s'en rend pas forcément compte au quotidien, mais il y a plein de situations dans lesquelles on s'insulte et c'est pas mérité, tu vois. Comme, putain, je suis trop conne, j'ai oublié les clés, tu vois. Et comme par exemple, quand on rencontre des nouvelles personnes, moi je sais que je suis très timide quand je rencontre je suis avenante, mais je suis timide. C'est-à-dire que par exemple, des fois je retiens pas les visages des gens tellement je suis dans le moment où je dis OK, bonjour, et je retiens pas le visage des gens. Ce qui fait que, par exemple, il y a des gens, des fois, qui pourraient être traités de grosses connes parce que je les ai pas retenus et tout. Bref, donc j'en venais à ça. Pour quand tu rencontres des gens, des fois, tu te sens moins bien qu'eux. Tu sais, quand tu les vois. Là, c'est pour ça qu'en fait, je sors du complexe physique pour l'amener à un complexe qui peut être la timidité, tu vois. Quand t'arrives à une soirée, en fait, ce que voient les gens, c'est ce que tu dégages. C'est pas ce que t'es. C'est ce que tu dégages. Ça veut dire que, par exemple, moi j'ai des copines qui vont paraître super froides parce qu'elles ont peur qu'on les trouve froides. Donc, elles sont froides. Tu vois ? Et t'as plein de situations comme ça où en fait moi quand je connais mes potes et qu'on me donne un retour genre sur putain Amandine elle est froide et tout, je fais pas du tout. Je connais pas du tout cette personne que tu décris, c'est dingue. Donc comme quoi la manière dont tu te conditionnes toi en disant non ça va être une super soirée, je vais rencontrer de nouvelles personnes d'univers et d'horizons différents, ça va être cool. Et ben tu passes toujours des meilleures soirées que quand tu te conditionnes en disant la soirée ça va être une grosse daube, les gens sont des cons. T'es pas à l'abri d'une bonne surprise, quoi. Mais c'est certain, mais j'avais un prof de théâtre quand j'étais au lycée qui a changé ma vie. Et une des meilleures leçons qu'il nous ait faites, c'était de dire, on diffuse, on dégage ce qu'on ressent.
Ouais. Et donc, quand tu veux jouer quelqu'un qui est en colère, etc., en fait, tu joues quelqu'un qui souffre. C'est toi qui dois composer sa réaction et en fait, il va diffuser ce qu'il ressent. Et t'as entièrement raison là-dessus. Quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui est stressé, quelqu'un qui n'est pas à l'aise dans son corps, dans sa peau, etc., il diffuse son malaise, quoi. Et c'est ce que t'as initié en disant par rapport au corps, tu vois. Si effectivement, si tu te dis constamment que t'es dégueu, ben ouais. Bah, tu seras dégueu dans ta tête, en tout cas. Et puis, si tu te dis que t'es jolie, ben, tu vois, moi, il y a des fois où je me trouve jolie. Et j'avoue que des jours, je me sens jolie sans maquillage. Mais je trouve que le maquillage, en tout cas, dans ma vie, j'apprécie me maquiller. C'est un moment pour moi. Et c'est un moment où, tu sais, comme quand tu rajoutes du sel dans un plat. Ouais. C'est cool, en fait. Moi, j'aime bien. Tu vois, il y en a plein qui disent ouais, je suis anti-make-up, je suis truc parce que la beauté ça doit être naturel. Et ben moi je suis d'accord, la beauté ça doit être naturel, mais t'es pas obligé de te maquiller comme une voiture volée pour te sentir bien en fait, tu vois. Je pense que si t'as envie de le faire parce que tu te sens bien comme ça, c'est en fait c'est ta vie. Et si t'as juste envie de mettre un peu de mascara, de mettre un peu de fond de teint, parce que moi je sais que j'ai pas mal de rougeur, donc tu vois c'est des trucs. Et ben en fait moi ça me fait me sentir super bien. Depuis que je me maquille souvent, ben je me sens encore mieux et j'ai pas du tout honte de le dire, tu vois. Il y en a plein qui ont honte en disant oui, il faut pas mettre de maquillage, il faut forcer les meufs à être naturelles un max. Bah ouais, mais c'est pas incompatible. Il faut vraiment surtout arrêter de forcer les meufs à faire quoi que ce soit. Bah ouais. Je suis vraiment dans cette démarche aujourd'hui d'identifier toutes les petites injonctions persistantes. Ouais. Et il y en a plein, à ma grande mauvaise surprise, qu'on se refile les unes les autres. Ouais. Mais là, donc moi, par exemple, je suis végane depuis assez longtemps maintenant. Ouais. Et j'ai vu surgir, il y a 1 an maintenant environ, une espèce d'injonction au cruelty free, ceci, cela, machin. Et ça me rend dingue. Parce que en plus, je vois les gens, ils font oui, je boycotte telle marque parce que c'est pas cruelty free, mais par contre j'adore celle-ci. Je fais c'est le même groupe, groupe ouais, qui possède les 2 marques. Donc en fait, pourquoi tu vas faire chez des meufs qui utilisent tel ou tel produit? C'est pas ta vie, elles sont pas dans ta vie, machin et tout. Ouais, puis en fait moi il y a un truc, en fait il y a une différence. Voilà c'est ça, grave. Mais il y a une différence entre le condamner comme ça, tu sais, le pointer du doigt et être agressif et informer. Tu vois, moi, j'ai une copine qui s'appelle Georgia Secret maintenant, enfin, c'est Georgia Orakova maintenant, qui a une marque qui a ouvert, qui est maintenant prof de yoga, qui a fait plusieurs. Ouais. Et cette nana est végane, on est parti 3 ou 4 jours avec elle, et les filles de Rose Carpet, une chaîne dans laquelle j'interviens. On est parti faire un camp de yoga et de retraite qu'elle initiait. Donc dedans, elle nous montrait des recettes véganes, mais elle nous l'obligeait pas, tu vois. Si on avait envie d'acheter du pâté, on achetait du pâté, on s'en fout, tu vois. C'était un truc de chacun fait ce qu'il veut, justement. Mais elle a dit, tant que t'as pas goûté des plats véganes ou végétariens, tu peux pas dire que c'est dégueu. Et ça, je suis d'accord avec elle. Mais du coup, elle était dans l'éducation en mode, je te montre mon mode de vie. Bah ouais. Et tu prends ce que tu veux. Ok. Et j'ai beaucoup plus appris en 4 jours que en 6 discussions avec des potes végétariennes. J'ai même une copine qui a un blog qui s'appelle Carnet Prune. Carnet Prune, elle s'appelle Angéline. Et Angéline, c'est une de mes meilleures amies. Ça fait 2 ou 3 ans qu'on se connaît maintenant. C'est très compliqué d'avoir des amis sur YouTube et sur les blogs. Enfin, je veux pas te l'apprendre. Hein, Attends, pourquoi c'est compliqué? Des fois, ça dépend des personnalités, tu vois. C'est des personnalités, tu vois. Moi, YouTube, ça m'est un peu tombé dessus, puis il y en a d'autres qui l'ont choisi pour des mauvaises raisons aussi. C'est pour ça que je dis que c'est compliqué. Okay. C'est parce que quand t'as des ambitions qui ne se croisent pas ou des excès d'ambition qui me déplaisent, moi je m'en vais. Enfin, en tout cas, je suis en retrait. Et Angéline, c'est vraiment une de mes super amies. Elle, tu vois, elle a créé sa marque de pins. Enfin, tu vois. Donc tu parles de Carnet Prune. Ouais. Oui, ok, d'accord, très bien. Ouais, très bien qu'il y ait Carnet Prune. Oui, tu vois très bien qu'il y ait Carnet Prune. Carnet Prune, elle a lancé sa marque de pins. Enfin, tu vois, elle est hyper comme ma pote You Make Fashion, Margot. Tu vois, elle fait des bouquins. Et bon, Angéline, ça fait 10 piges qu'elle est végétarienne. Vraiment, ça fait 10 ans. Personne autour d'elle, dans sa famille, n'est végétarien. Ok, donc son frère non, ses parents non, personne. Je compatis. Voilà. Mais ce que j'aime, c'est que elle dira jamais enlever le foie gras de la table. C'est déjà sa famille naturellement ne lui met pas à côté d'elle, mais c'est surtout je vais vous faire goûter des alternatives. Et si ça vous intéresse pas, je vais pas vous forcer à devenir végétarien ou elle est végétarienne, donc je ne veux pas vous forcer à devenir végé, quoi. Et moi, quand on discute avec elle et qu'on va dans des restos, elle demande toujours à ce qu'il y ait, si c'est possible,
des plats végétariens, mais c'est le cas de plus en plus à Paris en tout cas. Mais tu vois, elle impose jamais ça, quoi. Et c'est hyper agréable parce que du coup, ça fait que t'y penses. Mais t'y penses de manière positive. Moi, du coup, Angéline, elle m'a donné une image hyper positive des gens végétariens parce que je n'avais pas avant, puisque les gens que je connaissais, c'était des... donc tu manges un animal mort, en fait, à ma table. Bah, excuse-moi, oui, j'aime bien la viande, je suis désolée, je veux pas m'excuser de bien aimer la viande, en fait. C'est dans ma culture, et je trouve ça plus intéressant quelqu'un qui éduque que quelqu'un qui frappe et qui pointe du doigt, quoi. Moi, ce que je trouve surtout intéressant, c'est que je pense qu'il nous manque une étape collectivement pour sortir de ces affrontements-là, que ce soit sur le cruelty-free, le véganisme, sur plein de choses de la société, c'est que personne n'a, on n'est pas obligé d'être sympa, tu vois. Enfin, moi, je connais des gens qui sont militants et qui sont pas dans la pédagogie, et je respecte ça parce que je pense qu'on a besoin de gens parfois qui partent au fond, voilà, complètement. Voilà. Et eux, on va pas leur demander en fait, sois plus sympa pour que ton message passe mieux. Ben non, en fait, ceux-là, ils sont mais c'est très bien pour eux. Et par ailleurs, t'as le droit d'avoir aussi une autre façon de vivre tes convictions, complètement, et qui soit beaucoup plus dans la pédagogie de dialogue, beaucoup plus dans l'invitation à découvrir, etc. Et je pense pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise façon à partir de là. C'est juste que c'est qu'est-ce que tu cherches à faire. C'est ça, et c'est surtout, ça dépend à qui ça s'adresse. C'est que pour moi, ça n'a de frapper sur les gens en individuel, ça n'a pas d'intérêt, parce que l'intérêt des gens qui frappent, c'est plutôt l'intérêt commun, tu vois. Et l'intérêt commun, c'est parler d'une grande voix à plein de gens. Donc tu vois, je peux comprendre par exemple les actions de la PETA. Je peux comprendre, c'est des actions coup de poing qui peuvent déplaire et qui peuvent choquer vraiment. Mais je comprends, en fait, parce que eux, ils veulent s'adresser à la masse et hyper efficace. De la com, du coup, c'est de la communication, c'est du marketing pur et dur. Donc ça, moi, je comprends. Maintenant, quand t'es à 6 potes autour d'une table et que t'en as une qui fait « Ah, donc tu manges un animal mort !» Est-ce que ça sert ? Non. Je suis pas sûre. Ça ne sert pas le débat, en fait. Parce que le débat, le monde peut changer. Tu peux dire, ben voilà, moi j'ai eu un déclic en regardant telle vidéo, ce que je trouve hyper intéressant. Parce que là, du coup, t'élèves le débat en disant, bah, moi je te donne ce qui a été déclic. Si t'as envie de regarder, je peux t'envoyer les liens, mais t'es pas obligé. J'ai un autre exemple là-dessus. Je sais pas si t'as regardé la vidéo de OGG sur les Femen. Non. Ah, je te la conseille. Donc elle a une série de vidéos qui s'appelle Virago. Oui, ça, je regarde Virago, mais j'ai pas vu celle des Femen. Bah, c'est le dernier épisode, il est sorti la semaine dernière de mémoire sur Femen. J'ai du retard sur YouTube en général, donc j'en suis désolée. Et en fait, Femen, moi je m'étais intéressée à ce groupe dès 2012-2013. Et dès le départ, pour moi, ok, c'est un groupe politique d'activistes, leurs racines en Ukraine, enfin c'est hyper intéressant d'où ça vient. Et elles font des actions qui sont coup de poing mais symboliques, hein, c'est-à-dire que elles ont frappé personne, rien détruit, saccagé comme ça. Elles sont systématiquement attaquées en justice, mais pour exhibition sexuelle parce qu'elles se baladent seins nus. Ouais. Et vraiment, on a mis très longtemps, je trouve, collectivement, à s'interroger sur vraiment au XXIe siècle, une meuf seins nus se fait attaquer en justice pour exhibition sexuelle, quand vraiment les mecs qui sont torse nu à la plage et autour de et sur les affiches publicitaires, surtout ça ne gêne personne. T'en as une récemment qui était à Notre-Dame de Paris et justement, enfin peut-être en face t'as un grand truc avec généralement iPhone X machin et là il y avait un mec à poil torse nu quoi, et j'étais genre ah bah ok, bah ça très bien, du coup trop hâte d'être mais tu vois, Femen dans les années 2012-13, parce que je me souviens, je les suivais beaucoup à ce moment-là, elles étaient mais étriées dans la presse. Oui, puis c'était des harpies complètement tarées. Et en fait, Aude a fait une super vidéo parce qu'elle a lu leur manifeste et elle s'est rendue compte qu'en fait, elle en avait une image qui était complètement biaisée, mais comme beaucoup de gens finalement. Et donc, elle fait cette vidéo pour un peu recadrer qui elles sont, d'où ça vient, c'est quoi leur manifeste, c'est quoi le message et tout. Et les gens dans les commentaires sont là. Ah, mais du coup, je savais pas du tout que c'était ça, Femen. Et je suis là. Ouais. Exactement. Et c'est le cas de tellement mille trucs. Tu vois, par exemple, il y a des conflits dans le monde où on donne qu'un pan de la réalité et on oublie complètement un autre pan de la réalité. Et ça, c'est, je vais faire un peu mon altermondialiste, mais c'est principalement les médias quand même qui nous conditionnent et qui donnent l'image qu'ils ont envie de donner à des groupes ou des groupes. Enfin, tu vois, genre les Femen. Et elles ont été ridiculisées par la presse, elles ont été ridiculisées par certaines presses, par certains médias télé,
en les traitant de vieilles folles en fait, en mode des femmes encore un peu folles sont seins nus à côté de Jean-Marie Le Pen. Ouais, merci en fait. Mais si mère, tu vois, il en faut en fait. On en discutait tout à l'heure. Cela dit, pour conclure ce chapitre sur note positive, je reviens de on est le 1er mars et je reviens de la 3e journée de mobilisation des étudiants et des lycéens contre le climat. Enfin, pour le climat, pardon. C'est mieux. Pas contre le climat, mais on est pour. On est pour le climat. En général. On est contre le réchauffement climatique. C'était, voilà, je fais un raccourci. Et j'ai interviewé une étudiante qui me disait, waouh, il y a plein de journalistes, mais c'est trop bien, ils font notre com. Je fais, c'est-à-dire, en fait, ils parlent bien du mouvement, ils relaient les messages, etc. Je fais, en démocratie, c'est normal. C'est-à-dire que c'est leur rôle. Putain, c'est tant mieux que ça se passe comme ça. Mais tu sais, c'est comme nous quand en tant que personne, on va dans des médias, on dit tout le temps, est-ce qu'ils sont gentils? C'est horrible. Moi, j'ai tout le temps cette phrase de, tu vois, j'ai fait la boîte à questions, par exemple, et je dis à chaque fois, les questions, elles sont gentilles ou pas? Parce que, en fait, t'as trop peur qu'ils veuillent te piéger, quoi. Oui, c'est important de savoir où tu mets les pieds. C'est important. Tu vois, quand on a fait Quotidien avec Anil et Adèle Castillon, on avait vachement peur qu'ils soient dans le jugement complet de notre profession. Et en fait, ils ont posé des questions qui étaient, je crois, en tout cas, un peu maladroites, mais en tout cas construites et pas dans le foutage de gueule, quoi. Comme Enjoy Phoenix, quand elle avait fait ses premiers plateaux télé, on était juste... Mais comme Squeezie et Ardisson, enfin bref, moi, ça restera de toute façon les gros échecs de la télé. Natou Cherruquier. Oh là là. Oh la pauvre. Coup, vous êtes célèbre pour plein de gens et pour plein d'autres, personne, ils vous connaissent pas. Comme toi. Vraiment comme toi. C'est fou. Lola, le principe de cette interview, c'est que normalement tu choisis des questions, mais que je voulais miser un peu sur ta spontanéité que je connais et que j'admire. Et tu me l'as confirmé en arrivant en me disant que tu préférais pas regarder. Mais du coup, on va regarder en live, en direct. Okay. Alors, le but du jeu, c'est que tu regardes 30 secondes, là tu lis un petit peu, et dès que t'envoies une première fois qui te parle, qui te paraît marquante en te disant « Ah putain, oui, ça fait un déclic ». Est-ce qu'il y en a qui te parlent? Tu vois, la première fois qu'on t'a puni et que tu as défendu ton avis, les deux, ça me parle. Parce alors que vas-y, commence par ça. Quand j'étais plus jeune, j'étais hyper bavarde, très très bavarde, très très bavarde. Ça fait 37 minutes, on n'avait pas remarqué. Ça fait 37 minutes, on en est normalement qu'à 5 minutes de... Donc la première fois que j'ai été punie, c'était en primaire pour bavardage, et je balançais ma chaise. Tu sais, je me balançais sur ma chaise et je bavardais en même temps, puisque ça me permettait d'étendre mon corps et d'aller vers l'autre personne derrière. Et ce qui était très énervant, c'est que quand on m'interrogeait, je répondais à la question. Donc j'étais vraiment ce qu'on appelle une casse-couille, tout simplement, on peut le dire. Et donc la première fois que j'ai été punie, je me souviens, c'était un mec qui m'a traumatisée. Il s'appelait, ça commençait par un R. Ah, tu vas balancer. Ok. Ah ouais, je m'en fous. Relochon, un truc comme ça. En CE1. Ouais, c'était CE1. Donc c'est le prof? Ouais, c'était un remplaçant, un gros connard de remplaçant. Je le détestais. Ouais, c'était Ruchon, je sais plus. Commence par un R, Monsieur R. Et en fait, ce petit con, mais je le déteste. Tu vois, si je le revois, je pense que je peux lui dire qu'il m'a traumatisé. Il avait fait dans la classe un tableau en liège avec tous nos prénoms, donc à gauche, des délits. Genre, il avait listé des délits. Ok. Tu vois, donc parler, faire le zouave, se lever sans la... Tu vois, plein de délits, quoi, comme chez les flics, mais vraiment. Okay. C'était Hitler, en fait, le gars, tu vois. Et donc, il avait répertorié des délits. Il avait fait des cases, hop là, et au bout de... Quand il te faisait un avertissement, t'avais une punaise. Un deuxième avertissement, 2 punaises. Au bout de 3 punaises, t'avais 50 lignes. Tu devais écrire 50 fois la ligne. Ensuite, t'avançais dans le tableau. Si par exemple, moi, j'avais déjà été punie une fois d'avoir trop bavardé, et ben la deuxième fois, je me tapais 100 lignes. Et ça allait jusqu'à 1000 lignes. Mais non. Et donc, du coup, je suis allée jusqu'aux 1000 lignes. Mais non. Ouais, grave. Je ne dois pas bavarder 1000 fois. Ouais. Sauf que mes parents, en fait, au bout de 200 fois, mes parents, à chaque fois, ils me faisaient un mot, ils disaient, ma fille n'écrira pas des conneries. Mais vraiment, ça sert à rien. Ma fille, elle apprend pas, en fait, en faisant ça. Si elle bavarde, eh ben, foutez-la dehors, en fait. Mais vraiment, foutez-la dehors, elle apprendra pas. Et je préfère ça plutôt qu'elle copie, qu'elle perde. Et moi, je pleurais. Et mes parents ont toujours défendu la justice et ils m'ont jamais défendu en mode bec et ongles parce que j'étais leur petit enfant chéri. Ah non, moi, mes parents, quand il fallait me passer des rousses, ils me passaient des rousses. Mais ça, c'était inutile.
Parce que moi, j'apprenais pas comme ça. J'apprends d'expérience. Je suis pas une besogneuse. Mais je pense que personne n'apprend en copiant des lignes. En fait, t'apprends pas de pas bavarder en écrivant je ne bavarderai pas. Ou alors, si tu l'as à recopier un chapitre d'un livre d'histoire, par exemple, là, peut-être t'apprends un truc parce que en recopiant, tu sais, tu mémorises. Et moi, je me souviens qu'une fois, j'avais fait une faute sur la ligne. Il avait déchiré ma feuille, il m'avait fait recommencer. Donc non, il m'a traumatisé, ce mec. Il me détestait. Bref, enfin, en tout cas dans ma tête, à l'époque. Et la première fois que j'ai défendu mon avis, c'était mon avis, c'était plutôt, j'ai toujours eu le sens de la justice grâce à mes parents. J'ai toujours été révoltée. Mais voilà, je suis une révoltée de nature. Donc dès que, tu vois, par exemple, pendant les attentats de Charlie Hebdo, j'habitais pas loin de la place de la République. Ouais. Et il y avait des mecs, il y avait des nanas, tu vois, qui étaient autour de la statue, voilà. Mais je sais pas, il était 2h du mat, quoi. À 2h du mat, et il y a des mecs qui venaient les faire chier. Et ça, je me suis dit, mais attends, mais mec, on est tous tristes, en deuil. Si on vient à 2h du mat, place de la République, c'est pas pour enfiler des perles, c'est parce qu'on a besoin de se recueillir, parce que c'est un moment où tu rencontres des gens que tu connais pas. Enfin, tu vois, c'est un moment de recueillement. Enfin, moi, vraiment, je l'ai pris comme ça. Et du coup, ces meufs-là étaient étrangères, elles comprenaient pas ce qui se passait dans le pays. Et bah, du coup, j'y suis allée. J'aurais pu me faire caniffer 6 fois, mais j'ai ce sens-là, c'est-à-dire que je dis pas que je suis pas courageuse, c'est pas ça, c'est plutôt quand il y a un truc qui est pas dans mon, qui va pas dans mon sens, mais qui n'est pas dans ma logique, et ben j'y vais, peut-être à tort. Et la première fois que j'ai défendu mon avis, c'était pour défendre un copain qui se faisait frapper, vraiment dans la cour, de manière complètement arbitraire. T'avais quel âge? J'avais 8 ans. 7 ou 8 ans. Et tu t'as défendu, enfin, vis-à-vis de qui? Alors que... genre, c'était 3-4 mecs qui le frappaient, et moi, enfin, qui voulaient le frapper, parce que mon pote était un peu efféminé à l'époque, et il le traitait de pédale et tout ce que tu veux. Et moi, j'y étais allée avec ma pote Laurence. Laurence, elle était un peu plus en retrait parce qu'un peu plus timide. Et moi, j'y étais allée franco. Pareil, un gars qui s'appelle Gaël, qui était horrible avec moi en cours. Et j'y étais allée en frontale, quoi. Je défendais mon bout de gras, quoi. C'est toujours un sens de... Je sais pas si, enfin, ça fait pas moi quelqu'un de bien, mais je crois que j'ai le sens de la justice à peu près. Je pose ces questions des premières fois parce que je trouve que c'est important de réussir à imprimer les plans, tu sais, le croquis, le design de comment ça marche d'oser défendre son avis. Comment ça marche de pas avoir peur ou de pas se laisser arrêter par la peur des conséquences, mais plutôt de se dire à chaque fois qu'effectivement tu sens ce besoin de sens de la justice, c'est un peu override. Ouais, en fait, moi, tu vois, j'ai remarqué que quand j'avais envie d'exprimer mon avis, enfin, en tout cas, quand j'avais envie de défendre un peu l'indéfendable pour certains, c'est parce que c'était vraiment très ancré en moi et que je me sentais légitime pour défendre ce point. Mais dès que j'ai un manque dans ma tête de légitimité, en tout cas, dès que je me dis que je suis pas légitime pour le faire, eh ben, j'ai une sorte de vulnérabilité qui va me faire dire « Ah, l'autre est peut-être pas si con ». Et d'un coup, je fais ouais, non, pas du tout. Attends, c'était pas du tout ça mon point de départ. Donc, je crois qu'aussi, s'il y a des meufs qui nous écoutent et des fois qui se sentent pas légitimes sur un sujet, soit renseignez-vous sur ce sujet-là pour être un peu imbattable ou en tout cas pour avoir des bons arguments. Mais sinon, si vous avez des convictions qui sont chevillées au corps, ne vous laissez pas avoir parce que les gens qui sont en face de vous ont souvent ce même manque de légitimité. Et en fait, là où va commencer le débat constructif, c'est quand tu poses des arguments ou quand tu poses tes propres convictions de manière un peu chillax, quoi. Et j'ajoute, si t'es coincé dans un débat, pose des questions. Complètement. Parce que t'es pas obligé d'avoir toutes les réponses. Effectivement, quand t'as pas Wikipédia sous la main, Google pour chercher le chiffre dont t'as besoin pour démontrer ton truc, là tu poses la question et que tu renvoies à l'autre. Et puis c'est hyper intéressant, c'est de l'échange naît aussi des nouvelles opinions, tu vois. Moi, par exemple, j'étais pas du tout renseignée, et j'ai honte jusqu'à tard. J'étais pas du tout renseignée sur d'où venait la loi Veil. J'étais pas du tout renseignée. En tant que meuf, j'ai eu un peu honte quand j'ai été renseignée là-dessus. Et en fait, vu que des fois on me posait la question, ou en tout cas on me disait, tu sais, c'était des débats. À un moment, quand on était un peu plus jeune, il y a eu vraiment un gros débat, la loi Veil, quand même Simone Veil est morte il y a pas si longtemps, il y a re-eu le débat. Là, il y a quelques mois, il y a re-eu le débat. Je me sentais pas assez armée, quoi. Du coup, j'ai regardé le pour, le contre. J'ai voulu voir les deux. Parce que je me suis dit, tu vas être révolté d'un des deux trucs, en fait. Bah c'est toujours intéressant de comprendre les arguments des adversaires. Des protagonistes, mais complètement. Et je crois que ça m'a encore plus renforcée dans mes convictions par rapport à la loi Veil, qui est pour moi un droit, c'est un droit, point final, point. Oui, chevillé au corps. Du droit à l'avortement. Oui, voilà, exactement. Et quand j'ai vu des gosses qui sont même pas en âge de penser donner un avis
qui était contre la loi anti-avortement. Enfin, contre la loi pour l'avortement, pardon. Décidément, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Hein. Et qui était contre la loi pour l'avortement. Je me suis dit, putain, mais ça fait de la peine de me dire que des jeunes... j'aurais peut-être pu être de cet avis si je m'étais pas renseignée, tu vois. Pris dans la rue comme ça en disant, tu penses quoi de ça ? Je sais pas. T'as le droit de pas avoir un avis et t'as le droit de dire que t'es pas prêt à t'en exprimer. Complètement. Mais si t'as envie d'avoir un avis, c'est possible. Et le mieux... Je crois, je vais pas donner de cours, mais le mieux c'est quand même d'aller voir des deux côtés parce que c'est là où tu peux créer une certaine révolte. Moi, du coup, je suis vraiment révoltée contre les gens, contre les gens qui essaient d'aller contre les droits des autres, en fait. Oui, mais t'as raison, c'est un très bon conseil que tu donnes et je souscris aussi sur aller se renseigner sur ce que les autres disent et pas disqualifier selon qui parle. Complètement. En fait, moi, une fois, ça m'avait frappé. J'avais entendu une interview d'une responsable politique à la radio. Donc je savais pas qui c'était, j'entendais juste la voix et tout, et j'étais d'accord avec ce qu'elle disait parce que, enfin, elle faisait un constat sur la société, machin. C'était Marine Le Pen. Non. Et si, parce que du coup j'ai entendu un morceau, tu vois, et en fait après je dis Marine Le Pen, merci, et je suis là, what? Et c'est le moment de ma vie où je me suis dit, je vais pas pouvoir fonder mon argumentation politique sur la base de si c'est le FN qui le dit, c'est de la merde, je suis contre, voilà. Parce qu'en fait, ça va pas marcher. Non. Parce qu'au bout d'un moment, ces gens, parfois, ils vont avoir raison, parfois, ils vont dire des trucs, mais ils auront raison peut-être dessus. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, il y a un truc de toute façon. Il faut répondre sur le fond, il faut pas répondre sur la forme en disant, toi, je te parle pas, t'es pas dans mon camp, je t'écoute pas, machin. Grave. En fait, c'est que si t'arrives à des fois donner raison à certaines personnes, c'est aussi une preuve d'ouverture d'esprit. Je parle pas là forcément du FN, hein, parce que je suis globalement pas très d'accord avec ce qu'ils disent. Très peu. Mais en tout cas, il y a des choses qui indéniablement, ils disent pas que des conneries. Et on parle pas du tout, enfin moi je parle pas du tout de leur côté. Tu peux parler par exemple de l'économie, tu vois, il y a peut-être des points sur lesquels ils ont juste tout comme alors, sur très peu. Non mais je suis d'accord. Pour faciliter ta démonstration, mais c'est souvent quand j'écoute les gens d'extrême droite, etc. Ils peuvent avoir raison sur les constats. De dire aujourd'hui il y a tant de chômage, machin et complètement. Tout. Et donc la cause c'est ça, la conséquence c'est ça, et c'est là qu'ils ont tort en général. C'est sur la conséquence, c'est complètement. C'est sur l'argumentation derrière, c'est qu'ils vont constater des faits de société qu'on est tous capables de constater. Exact. Et moi, c'est comme toi, je suis pas d'accord sur l'argumentation et sur la forme et sur le fond et sur tout au final. Mais je crois que il faut des armes en politique. En fait, c'est tellement compliqué, je trouve, de trouver de quel bord t'appartiens, si tu appartiens à un bord. Moi, j'ai choisi de n'appartenir à aucun bord et juste de me fier à ce qui me semble être un bon représentant ou une bonne représentante d'ailleurs. Il en faut plus. Merci les filles de vous engager en politique ou pas, mais en tout cas de le faire de bonne manière. Merci beaucoup. Parce que là, c'est vrai que les seules meufs qu'il y a, des fois, c'est pas des... On n'est pas content des fois, tu vois. Ne serait-ce que Marine Le Pen, c'est... Je pourrais t'en citer plein des biens, effectivement, mais c'est juste qu'elles écument pas les plateaux télé. Là, par exemple, si tu regardes depuis... Non, mais même, moi, j'ai rencontré des députés qui me parlent du cyberharcèlement, du harcèlement et de la sécurité en ligne. T'es genre, mais bien sûr, va aux 20h. Va le dire à la télé. Va le dire à la téloche. et puis non, on laisse la tribune à Marine Le Pen. Bah non, mais parce qu'en fait, c'est un vrai truc, hein, mais j'en profite parce que t'en parles, mais moi, je suis beaucoup de l'actualité politique et les carrières, enfin, les gens qui s'engagent en politique. Depuis que La République En Marche a féminisé l'Assemblée nationale, parce qu'en vrai, ils ont fait rentrer plein de femmes à l'Assemblée, on est passé de 30 à 40%, enfin, ça a vraiment féminisé l'Assemblée. Ok, super. Les meufs ont tendance à être bosseuses. Et donc, elles ont tendance à passer leur temps à bosser et passer très peu de temps à faire leur com. Donc, en fait, tu les vois jamais sur les plateaux de télé. Tu vois toujours les mêmes sur les plateaux de télé et tu vois déjà souvent les hommes parce que eux, ils font leur com. Et parce que quand elles y sont, pas forcément les femmes. Parce que quand elles y sont, on les critique pas sur le fond, mais on les critique sur leur forme. Je revois une nana, je sais plus de quel bord elle était forcément, mais on la reprenait sur un tic de bouche qu'elle avait. On a fait une compile de ces tics de bouche, alors que le mec d'à côté, c'était, on parlait du fond qui était complètement naze. Évidemment. Et je disais, mais, il faut arrêter ça. Et je rajoute un obstacle qui est, elles sont pas assez connues. Tu sais, sur les plateaux, etc. Je fais, ça marche mieux quand t'as un mec, un baron du FN que tout le monde connaît, qu'une meuf dont t'as jamais entendu parler, parce que voilà, c'est des nouveaux arrivés. Et puis t'as aussi le coup des partis qui communiquent plus ou moins bien, avec des plus ou moins bons représentants, enfin bref. On est vraiment parti dans tous les sens. Ah ouais, putain, j'avoue, je suis désolée. On papote. Tu veux que je regarde encore la suite? Je voudrais que tu regardes s'il y a d'autres questions qui te...
te marque en te disant ok, ça me parle, ça c'était un moment charnière. Alors la dans ma vie, première je fois pense. que t'es tombée amoureuse, j'ai pas peur de le dire, à 25 ans, je crois que je suis pas tombée amoureuse. C'est vrai? Ouais, ça me pose pas de problème de le dire. Déception amoureuse, c'est déception émotionnelle, je pense. Je crois que je suis pas tombée amoureuse parce que j'ai jamais trouvé le mec assez qui m'a fait sentir assez jolie pour l'être. Mais alors, t'es artiste, t'écris des chansons, tu composes. J'ai l'impression que l'amour, c'est la source d'inspiration numéro 1. C'est les des émotions. artistes. Parce que des fois, il y en a plein qui disent qu'ils sont en couple avec un mec ou une nana et qui te font je suis bien, il se passe des trucs, mais je suis pas amoureuse. Ça t'est déjà arrivé, je pense. De dire je suis bien. Moi, je suis très solitaire, meuf. Ouais, bah. Mais t'es en couple ou à peine, tu vois. Donc, Ouais, non, mais en tout cas, tu vois, moi, il y a. Mais tu vois, encore très récemment, je te dis, moi, j'ai forcément des crushs sur des mecs que je trouve beaux, mais beaux, pas beaux physiquement, que je trouve beaux de leur Crush, manière ouais. d'être, quoi. Ouais. Et en fait, je me rends compte que je pourrais être amoureuse si on était ensemble Ouais. concrètement, tu vois, si on vivait des trucs forts, mais moi j'ai besoin de, je crois que maintenant dans maintenant je vais pas faire la Hugon s'il y en a eu 700 000 non plus, parce que c'est pas le cas, mais c'est plutôt que je crois que ce dont j'ai envie, c'est d'un mec stable mais plein de folie, tu vois. Et trouver ça, c'est dur parce que en fait, c'est soit ils sont fous, mais vraiment tarés, tu vois, et ils te renvoient leur complexe dans la gueule. Et moi, en fait, là, j'ai pas les épaules pour supporter. Je pourrais supporter plein de choses, et en vrai, je me laisse complètement aller avoir par le hasard. Et je crois que le hasard, je sais pas si on peut appeler ça le hasard, mais en tout cas, je crois qu'il faut pas le chercher ou la chercher. Et l'amour va se présenter rapidement, quoi. Ah, t'es l'école du destin. J'y crois de ouf. En fait, j'y il crois peut se passer un plutôt. truc. Je crois que tu saisis tes chances et à la fin, il se passe des trucs cool. Mais en tout cas, moi, je crois pas avoir été amoureuse parce que j'ai peut-être pas de comparatif, tu vois. J'ai pas ressenti des trucs très forts souvent. Et ce rapport au destin de provoquer sa chance, c'est le même rapport que t'as vis-à-vis de ta carrière? Complètement. Alors là, je vais te dire, moi, ma carrière, c'est du coup de cul, quoi. Mais vraiment, pas de coup de cul, pas de sexe dont on parle, hein, bien sûr. Non, c'est complètement c'est de la chance avec du travail. Ça, je vais te dire, c'est indéniable. Mais alors, parlons-en. T'avais 15 ans, c'est ça, quand t'as fait la Nouvelle Star? Incroyable Talent. À 15 ans, mais ça, c'était vraiment coup de chance. Le meilleur pote de ma sœur qui m'inscrit sans me le dire, boum. Mais tu faisais déjà de la musique, ils le savaient. Je chantais, mais je pourrais te montrer des vidéos YouTube où je suis des gueules bif à 15 piges en mode talking about a revolution. Donc t'avais déjà une chaîne YouTube? Alors j'ai ouvert ma chaîne YouTube en 2009, ouais. Mais pour mettre des vidéos pour moi, quoi. Ouais. Ok, mais ça s'appelle avoir une chaîne YouTube. Ouais, mais c'était tu l'as pas ouvert avec un plan de carrière en disant ok, année 1, je mets non, parce que même moi j'ai connu Cyprien, Natou super tard et tout, enfin les plus gros créateurs en tout cas super tard. Et j'ai ouvert ma chaîne YouTube parce que à l'époque c'était un nouveau réseau social, ouais, et que c'était un moyen comme MySpace de faire connaître ta musique avec de l'image. Moi, j'avais pris le caméscope de mes parents et je m'étais filmée en train de faire des reprises. Enfin, il y en a 4, hein, donc vraiment on va se détendre sur le chiffre et tout. Il y en a 4. Et en fait, c'est qu'à l'époque, j'avais fait un petit concours régional et j'avais mis la vidéo sur Internet parce que je m'étais dit à l'époque, bah tu vois, s'il y a des gens qui cherchent Lola Dubini, Zik Me Up, c'était un vieux concours, bah ils pourront trouver ma compo, quoi. Et en fait, après Incroyable Talent, j'ai eu des blindes de vues sur MySpace. Je te jure, meuf, le compteur de vues MySpace, d'écoute MySpace avait explosé. Désolé les 2000. Vous connaissez pas Tom de MySpace, c'était mon meilleur pote. Mais et après j'ai continué à mettre quelques vidéos, quelques reprises, mais jamais dans la volonté. En fait, toujours en me disant, sur un malentendu, quelqu'un peut tomber dessus. Mais toujours en parlant de malentendu et jamais en l'envoyant à personne. Donc comment tu veux que les gens tombent dessus? C'était vraiment... le pote qui t'a inscrit sans te le dire au concours, il a envoyé tes vidéos? Et ben du coup, lui, il a pris la vidéo. Il avait demandé à ma sœur.
Et ben voilà. Oui, mais donc voilà. c'est pas totalement la chance. Ah, c'est vrai, putain, maintenant que tu le dis, c'est non, je me dis. plutôt, t'as fait des trucs, t'as fait des vidéos, tu les as mis en ligne, voilà, sans chercher forcément. Ah non, mais un je me dis qu'en fait, c'est vrai. Mais je me rendais. Tu vois, là, tu me fais me rendre compte d'un truc. C'est quoi? J'ai créé ma chaîne le 14 avril 2009, exactement. J'ai vu ça, genre, il y a 15 jours. Bientôt le 10e anniversaire. Oh, la loose. Putain, la loose, mais ouais. Mais vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Et ouais, donc, non, moi, donc, et après, je suis allée jusqu'en demi-finale, pareil, coup de chance. Hein, Ou alors, t'as du talent, je ne sais pas. Oui, non, mais je sais pas, mais c'est dur, je trouve, de dire de soi-même qu'on a du talent. Moi, c'est juste que je sais pas faire autrement que de chanter comme. Enfin, j'ai toujours chanté comme ça, tu vois. Ça a jamais été, j'ai jamais transformé ma voix et tout. C'est ma deuxième langue. Donc, quand les gens me disent, ah, ta voix, elle a un truc, ben, je dis, bah, mais j'en connais pas d'autres. Hein. Vraiment, de toute façon, c'est compliqué. Comme quelqu'un qui sait dessiner, ils font, putain, t'as un talent incroyable pour le dessin. Il va pas te dire. Oui, c'est vrai que je dessine super bien. C'est un fait, en fait. Il dessine bien, c'est sa capacité. Je connais très peu de gens qui disent, ouais, je sais. Bah oui, c'est-à-dire que c'est une façon de recevoir un compliment, de juste dire, moi, je sais pas faire. Oui, ça, je sais pas faire pour le coup. Bah ouais, je sais, mais on est nombreuses les meufs à pas savoir faire ça. Moi, je suis un peu pareil sur l'écriture ou quoi que ce soit. Enfin, ouais, moi, de toute façon, je ne sais pas prendre un compliment non plus. C'est très compliqué pour moi de faire des podcasts où je dois parler de ma gueule parce que j'ai toujours envie d'étendre. Ah mais on l'a vu parce que vraiment tu parles finalement assez peu de toi. On a parlé de plein de trucs. On a parlé de plein de trucs. J'ai pas vu ou quoi. Je suis à 50 épisodes, meuf. Oui, c'est vrai. C'est mon métier. Je vois. Non, mais c'est vrai que j'aime bien. Mais quand ça me gêne parce qu'en fait j'estime que la manière dont je vis c'est pas un exemple pour plein de raisons. C'est juste que pour moi, on est tous des êtres uniques et ça va être hyper cliché ce que je vais dire, mais on est tous des êtres uniques. On a des chemins de vie tellement différents avec des antécédents familiaux. Il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas. Moi, j'ai une vie très simple, une vie familiale très simple. Mes parents sont encore ensemble. Enfin, tu vois, j'ai pas de déchirure d'enfance. Et en fait, mes déchirures, je pense que mes complexes, mes déchirures sont souvent créées par rapport à ce que je pensais que les autres pensaient de moi, à ce qu'on m'a dit beaucoup et à ce que je me répète et ce que j'accepte de me répéter. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et je crois qu'il y a un truc aussi de condition mentale dans laquelle je suis. Et tu vois, le fait depuis quelques années qu'on me donne la parole sur certains sujets a complètement exorcisé certains trucs chez moi. Vraiment. Qu'avant, j'étais incapable de faire. Mais genre le coup du harcèlement scolaire, si j'en parle beaucoup, c'est parce qu'en fait, je m'en suis rendu compte il y a 3 ans. Que t'avais été victime j'avais été victime de harcèlement scolaire. Je me suis rendu compte il y a 3 ans. Et j'ai 25 ans. Et entre-temps, comment tu fais? En fait, entre-temps, tu te blindes, tu parles pas à tes potes de ce qui se passe dans ta vie parce que t'as peur de pas être forte. Qu'on se moque de toi plutôt que de t'apporter du soutien. Parce que c'est ce que t'as vécu comme réaction. C'est complètement ce que j'ai vécu, ouais. C'est complètement ce que j'ai vécu. Et tu vois, et en fait, il y a un moment où quand je l'ai compris, je me suis dit, ah, mais c'est peut-être pour ça que je suis comme ça. Et encore maintenant, des fois, tu vois, là, quand tu m'as parlé, je sais plus de quoi, là, et je me suis dit, ah ouais, j'avais pas ce point de vue, je sais plus sur quoi c'était. T'as déjà oublié que je viens de te dire que t'as pas eu de la chance au départ, t'as fait, et t'as du talent. Non, mais ça, tu vois, c'est des trucs, le fait de travailler, tout ça, mais c'est évident. Mais des fois, tu sais, on fait des métiers, et je pense que peut-être que tu ressens la même chose, je sais pas, mais on fait des métiers où des fois c'est hyper culpabilisant parce que c'est ta créativité, c'est ton mood, c'est tes opinions, c'est tout de toi que tu donnes dans un sens, en tout cas pas que t'offres, hein, que tu donnes, parce que les gens s'en battent les couilles si tu le donnes pas, hein. Vraiment, c'est un choix de ta part de le partager. Et en fait c'est fatigant. Ah oui. Et il y a des moments, il y a des jours où tu fais rien. Et moi, ces jours où je fais rien, je me dis, mais attends, mais comparé aux gens qui se lèvent à 6h du mat, mais je suis une grosse merde. Et en fait, il faut arrêter de raisonner comme ça parce que tous les métiers et toutes les ambitions impliquent des plannings atypiques ou pas. Ça dépend de ce que tu veux faire dans la vie. Moi, c'est si être chanteuse, c'était rester dans un bureau, je ne serais jamais devenue chanteuse. J'aurais trouvé un moyen de chanter différemment. Le fait d'être dans un bureau, enfermé avec des horaires, m'angoisse au plus haut point. Et le fait d'être chanteuse, si ça avait dû être dans un bureau, je n'aurais pas fait chanteuse. Je le sais. C'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est quelque chose que j'ai déjà entendu dans d'autres interviews. En plus, plusieurs que j'ai faites récemment, sur la force de la nécessité. C'est-à-dire que je pense que pour plein de gens qui nous écoutent,
ce que tu fais demande un courage qu'ils n'ont pas forcément, et je m'inclus dedans en fait. On est à 1 heure du lever de rideau où tu vas le produire sur scène. J'ai fait quelques scènes dans ma vie sans enjeu et j'étais pas bien. Et aujourd'hui, c'est ton métier en fait de produire. Donc en fait, ça te demande un courage fou. Mais à mon échelle, excuse-moi, je te laisse finir. En fait, du coup, c'est la force de la nécessité pour toi, parce que pour toi, aller dans un bureau tous les matins, ce serait la pire des tortures. Il y en a d'autres pour qui c'est monter sur scène que ce serait la pire des tortures. Ouais, mais c'est ce que j'allais te dire, c'est qu'en fait, chacun son référentiel. Et oui. Et moi, par exemple, je suis incapable de dessiner quoi que ce soit. Du coup, je suis fascinée, par exemple, par les gens qui dessinent ou qui peignent. Pareil. Ça me fascine. Ouf, hein. Tout comme les gens qui écrivent bien, ça me fascine. J'entends qu'ils écrivent bien des articles, qui écrivent bien des essais, qui savent bien s'exprimer. Moi, ce qui m'impressionne chez toi, par exemple, c'est le fait que on parlait des avis, des opinions. C'est que pour moi, t'as une opinion sur tout qui est la tienne. Et ça fait pas de toi, c'est super, je trouve, d'avoir des points de vue et des opinions. Mais ce que j'aime chez toi, c'est que c'est toujours réfléchi. Tu vas jamais condamner quelqu'un parce qu'il pense pas de la même manière que toi, au contraire. Et moi, par tout ce que t'as fait chez Matt, par exemple, je sais quand j'étais au BTS, je lisais ça. Quand j'ai continué à grandir, je lisais ça. Et il y a plein d'articles que j'ai dû lire sans savoir que c'était toi, qui m'ont éclairé sur le fait de déguiser mon opinion. Donc, à toi aussi, faut vraiment le dire, c'est que des meufs comme toi, c'est hyper important parce que t'aiguises les cerveaux qui vont servir, qui servent au quotidien. Je recrute mon armée de rebelles féministes. Ouais, mais même pas, tu vois. Tu le fais de manière, je crois, tu le fais de manière bienveillante en tout cas. Merci beaucoup Lola, ça me touche énormément ce que tu viens de dire. Non, c'est que, franchement, faut te le dire, tu vois, parce que tu mets en valeur les autres, mais faut te mettre en valeur aussi le travail que tu fais et que vous faites au quotidien. C'est hyper important en fait, parce que là, moi, je me sens pas du tout exceptionnelle, et la manière dont tu me décris, j'ai l'impression de ne pas me voir, parce qu'en fait, ce que j'ai fait depuis le début, c'est juste de suivre l'instinct que j'ai, qui est un instinct animal qu'on a tous. Et il y a des gens, cet instinct animal, il est biaisé par la honte, par le rejet, par la peur la peur, c'est vraiment des fois un fils de pute. Enfin, c'est une fille de pute, pardon. Mais c'est vraiment une horreur, quoi. Et en fait, la seule chose, je crois, la seule chose qui dans ma vie a été une arme, c'est que j'ai toujours cherché la bienveillance. Et quand la malveillance vient, c'est très dur parce que je suis tentée. T'es tentée par le diable à te dire, c'est vrai que je suis une merde. Et en fait, des fois, il faut savoir ouvrir les horizons. Mais c'est super important et c'est très dur à faire. C'est un travail qui pendant des années, qui va encore agir sur ma vie. Tu vois, des moments, je me laisse tenter par le diable. Faut faire attention. Ouais. En tout cas, moi, je crois intimement que qu'il faut que c'est un combat avec nous d'abord, avant d'être un combat avec les autres. Parce que si dans ta tête c'est un peu réglé et qu'il y a des trucs, des questions que tu te poses pas ou plus, ou des questions auxquelles t'arrives à répondre seul, en fait, les gens se poseront pas de questions, quoi. Tu vois, je sais pas si t'es d'accord ou si mon avis était chiant à comprendre. Non, pas du tout. Déjà, merci beaucoup pour les compliments. Avec plaisir. Tout à l'heure, tu disais, juste avant, au début de cette réponse-là, tu me disais, j'ai du mal à me voir comme un rôle modèle parce qu'en fait, on est tous toutes uniques et différentes, etc. Mais t'as raison, c'est-à-dire que il n'y a pas de cheat code de la vie où tu vas trouver un modèle qui coche toutes les cases dont tu as besoin et tu peux t'en inspirer direct, etc. Mais c'est pour ça que je fais ce podcast et c'est pour ça que je te mets totalement dans la liste des meufs qui sont des rôles modèles. C'est parce que t'as conscience de ça et tu incarnes ça et tu suis ça. Tu viens de le dire sur tout ce que t'as fait, c'est suivre ton intuition. Mais meuf, vraiment le nombre de meufs que je vois ne pas réussir à faire ça, ne même pas réussir à entendre leurs intuitions. C'est parce qu'elles sont flippées. Mais oui, mais tu sais, j'ai fait pas mal de recrutements chez Mademoiselle. Ouais. Et quand je vois des filles qui ont des femmes plutôt même plus de 25, 27, même parfois plus de 30 ans et m'écrire pour me dire en fait, je postule parce que j'ai décidé de changer de carrière complètement, je plaque mes études, je plaque mon job, machin, et je fais le truc que j'ai vraiment envie de faire depuis que j'ai 12 ans, mais quel temps perdu entre guillemets, c'est-à-dire que je pense pas que tu perds du temps dans la vie, je pense que tu peux toujours repartir. Non, parce qu'en fait, ça veut dire à pas t'écouter. Et c'est que pour moi, tu vois, moi ça a été dans ma tête, ça a été très long, alors qu'en fait j'ai que 25 ans. Mais dans ma tête là, tout ce que j'ai fait a été
long et besogneux et chiant des fois, et prendre des décisions qui, des fois, déjà prendre des décisions, ça m'a toujours saoulée. Et bref, et ce que tu racontes, je trouve que c'est intéressant quand tu reçois des candidatures et tu dis peut-être quelle perte de temps. Et je suis d'accord, en fait, pour moi, c'est pas vraiment de la perte de temps parce que ça veut dire que le reste des années de vie va être 6 fois plus intense. Tu vas gagner du temps. Quand tu commences à t'écouter, tu gagnes du temps. 6 fois plus intense. Oui. J'en suis convaincue. Je dis ça, je m'inclus dans le lot parce que comme toi, je m'en suis rendu compte, on va dire, assez tôt puisque j'ai fait un burn-out à 25 ans. Donc à 25 ans, c'est le moment où j'ai fait allez, j'arrête d'essayer de faire ce que les autres ont dit qu'il fallait qu'on fasse. Ouais. Et les autres ont dit qu'il fallait qu'on fasse. Et je fais ce que je pense que je dois faire, car au bout d'un moment, c'est moi qui vais faire. Ouais, donc, grave. Voilà, j'ai la réponse. Ouais, je suis bien d'accord. Non, mais c'est force d'esprit aussi. Va falloir que je te libère parce qu'il va falloir que tu ailles sur scène. Il va surtout falloir que oui, peut-être que je m'échauffe. Mais en tout cas, est-ce que tu veux que j'en fasse un dernier, première, très rapide? Alors, j'ai une question pour la dernière. C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné dans la vie? De maigrir. Pire conseil, non. Le pire conseil qu'on m'ait donné dans la vie, c'est... Alors, je sais pas si c'est un pire conseil, mais en tout cas, c'est que dans certains milieux, et je crois que c'est en fait globalement dans le milieu pro, que ce soit musique, entreprise, n'importe où, des fois, on va te demander de faire des choses avec lesquelles t'es pas en phase. Très forte, hein, très inscrit en toi, c'est pas en phase. Si tu te sens pas en phase, c'est peut-être que t'es pas à la bonne place. Je sais pas, peut-être, mais t'as le droit de le dire aussi. Et t'as le droit de dire, ben ça rentre pas, c'est pas moi. Et moi, la pire chose qu'on m'ait fait faire, c'est des choses que je n'avais pas envie de faire. Mais à la fois, ça t'aide à comprendre ce que t'as vraiment envie de faire. Donc t'as un truc, moi j'allais dire, faites des fois ce que vous avez pas envie de faire, mais si vous sentez que l'envie de faire autrement est trop forte, cassez-vous. C'est plutôt ça. Je sais pas si c'est je sais pas si c'est un bon exemple, mais en tout cas, moi, c'est vraiment ça. Tu vois, j'ai commencé la musique et le théâtre j'étais en stage chez une grande marque de voitures. Je veux pas dire la marque parce que par respect. Et en fait, je n'arrivais pas à trouver ma place là-bas. On m'a demandé de faire des choses avec lesquelles j'étais pas en phase et de gagner de l'argent pour une société de laquelle je n'ai aucun affect. Et ben, je suis partie. Et je suis partie parce que j'ai eu assez dans ma tête, assez de moments où j'étais pas en phase pendant cette période. Je voulais pas trop avoir de collègues dans une machine à café. Je voulais pas aller manger le midi avec des gens qui me font chier, des trucs qui m'intéressent pas, parler de compta, devoir rendre des comptes à des gens. Des fois, ça pouvait me saouler. Et en fait, tout ça mis bout à bout, plein de choses avec lesquelles j'étais pas d'accord. Il y a eu un truc où on m'a dit fais ça. J'ai fait non, je m'en vais. Au revoir. Merci cordialement. Et je sais pas si c'est une force d'esprit. Je pense pas. Je pense qu'on est tous capables de le faire, mais après. Je sais que c'est dur quand t'as pas un entourage supportif. Donc, trouvez les gens bienveillants autour de vous, quoi. Et je voudrais juste, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, et je vais rajouter juste une chose qui est de pas être d'accord, d'avoir besoin de se casser. C'est pas forcément une critique parce que, voilà, tu viens de faire une blague sur parler de compta, etc. En fait, je sais qu'il y a plein de gens qui sont comptables, qui aiment la comptabilité. Complètement. J'avais eu des commentaires là-dessus aussi sur parfois j'aurais pas voulu être prof d'anglais ou un truc comme ça, mais en fait c'est pas une critique. Non, c'est juste que pas du tout. Ce que tu viens de dire, ça c'est ne te convient pas. Dans mon spectre, voilà. Ça me convient pas de faire de la compta par exemple. J'ai toujours été une grosse daube. Mauvais, c'est juste que ça ne convient pas, donc tu t'écoutes. Et je crois que quand t'es pas plus en phase avec ce que ton intellect et ce que ton cœur te dit, ben en fait le mieux c'est de partir. Et justement, si tu sens que la compta t'appelle, par exemple, n'hésite pas. Et ben va vers la compta. Mais en tout cas. Suis ton instinct, quoi. C'est vraiment le mot instinct, c'est le meilleur mot du monde. Et pour déculpabiliser ça, c'est un truc que j'avais dit à mes parents. Mes choix ne sont pas des critiques des vôtres, ni de votre éducation. Complètement. C'est juste mes choix. Amen. Merci beaucoup Lola Dubini. Merci à toi. Rendez-vous sur scène. Oui. Au Sentier des Halles. Les vendredis et les samedis à 20h, je vous accueillerai avec Dorian qui est juste à côté de nous, meilleure personne, et Nicolas qui est mon régisseur. Eh bien, à très vite. J'ai hâte de découvrir le spectacle. Du coup, oui, tu viens voir là maintenant, j'ai trop hâte. Et puis sur YouTube. Ah grave. À très vite sur YouTube. Merci beaucoup Lola. Ciao. Sois gentil, dis merci, fais un bisou. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode et une nouvelle femme fantastique à découvrir sous un nouveau jour. Tu peux t'abonner sur ton appli de podcast, bien sûr, et ça m'aide énormément à faire connaître ce programme si tu en profites pour aller mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire enthousiaste. Tu peux également faire découvrir ce podcast à tes amis par Deezer, Spotify, SoundCloud ou la chaîne YouTube dédiée,
ou encore sur mademoiselle.com où les épisodes paraissent chaque jeudi. Ton soutien est précieux, alors merci sincèrement d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour les commentaires et les étoiles. Le meilleur moyen d'aider ce podcast à grandir et d'aider Mademoiselle à grandir, c'est encore d'en parler autour de toi si ça te plaît. Merci beaucoup. Bye, à jeudi.